va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites? C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture. Bonjour à tous, nous sommes en 2050. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Christian Perronne. Vous êtes médecin et spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Garches. Donc nous sommes en 2050. La maladie de Lyme, où est-ce qu'on en est selon vous ? Alors en 2050, je serai un très jeune médecin et la maladie de Lyme probablement sera vraiment étendue un peu partout dans le monde parce qu'on voit maintenant depuis une dizaine d'années une énorme progression de la maladie sur tous les continents. Et j'espère qu'en 2050, nous aurons des tests diagnostiques fiables et qu'on aura progressé sur la recherche parce que on commence à investir sur la recherche, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup de sous pour cette maladie. Retour en 2020. On parle donc aujourd'hui de la maladie de Lyme. Peut-être que tout le monde n'en a pas entendu parler. En tout cas, tout le monde peut être touché par cette maladie. Absolument tout le monde, quel que soit son âge, qu'on soit où que l'on vive. C'est une maladie que l'on peut contracter tout simplement en se promenant dans la campagne, voire même dans son jardin, qu'on peut contracter aussi si on est agriculteur, qu'on travaille en pleine nature. C'est une maladie qui est transmise par les tiques. On rappelle, première chose, ce que sont les tiques. Alors, les tiques, on dit la tique d'ailleurs, c'est pas le tique quand on fait des grimaces. La tique est c'est pas un insecte, c'est un arthropode proche des araignées qui est partout dans la nature. Et quand la tique vous pique, elle peut vous inoculer des bactéries, des parasites, des virus. Heureusement, toutes les piqûres de tiques n'entraînent pas une maladie. Mais pour ce qui est de la maladie de Lyme, en France, selon les régions, entre 5%, mais ça peut aller jusqu'à 30%, quelquefois même plus, 40% des tiques peuvent être infectés par la fameuse bactérie Borrelia qui donne la maladie de Lyme. Donc la tique, on va la trouver dans la nature, sur les herbes, dans la campagne. Quand on se promène, le printemps, l'été, on est en short, en bras de chemise. Ce petit animal va se poser sur soi, on le voit à peine. Il fait 1 millimètre ou 2 ou un demi-centimètre à peine. Et il va vous piquer et vous inoculer des problèmes, j'ai envie de dire. Voilà, alors, plus de la moitié des cas de contamination se font dans les forêts, mais il n'y a pas que les forêts. Il y a les parcs, les agriculteurs sont touchés dans la nature. Partout, il y a des hautes herbes un peu humides, il y a des tiques. Effectivement, vous faites bien de souligner que la tique peut être toute petite. Bon, une tique adulte peut faire plusieurs millimètres, et quand elle est gorgée de sang, qu'elle vous a piqué, elle peut dépasser 1 centimètre. C'est celle qu'on voit parfois sur les chiens ou les chats. Voilà, c'est ça. On voit une petite... C'est pas toujours les mêmes espèces qui préfèrent piquer un homme ou un chien ou un chat, mais enfin, elles se ressemblent. Mais ce qui est très surprenant, c'est que les tiques qui nous contaminent souvent sont des nymphes qui font 2-3 mm et on ne les voit pas. Et si elles vous piquent dans les cheveux, dans le dos, elles passent totalement inaperçues. Il y a moins de 20% des gens qui ont une maladie prouvée due à une tique qui se souviennent de la piqûre de tique. C'est ça le pire de cette maladie. Une maladie vraiment problématique, on va en parler en détail. Première chose, est-ce qu'il y a des signes comme ça apparents très vite quand on se fait piquer comme avec un moustique par exemple, on voit un bouton, il y a des signes quand on se fait piquer par une tique? Alors grosso modo, 1 fois sur 2, il y a des signes qui apparaissent dans les jours qui suivent. C'est pas la petite rougeur immédiate qui disparaît le lendemain, c'est une rougeur qui s'installe, qu'on appelle un peu en cocarde, en auréole, avec un pourtour plus foncé qui s'élargit. Et le signe le plus évocateur, c'est l'aspect centrifuge qui s'agrandit autour de la piqûre. Si on a ça, c'est sûr que c'est une maladie de Lyme. Il n'y a pas besoin de faire de tests biologiques, qui est le plus souvent négatif. Il faut aller voir son médecin. Et normalement, le médecin, s'il suit bien les recommandations officielles, doit vous donner un traitement antibiotique pendant au minimum 2 semaines. Alors, on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Si on parle, et on en parle régulièrement dans les médias, de cette maladie de Lyme, c'est parce qu'elle est assez épouvantable dans les conséquences et on a bien souvent du mal à la diagnostiquer et à la traiter. Est-ce qu'on peut donner 1 ou 2 chiffres clés qui montrent l'étendue du problème et qui montrent pourquoi elle est si compliquée à traiter ? Alors, elle est d'abord compliquée à diagnostiquer dans les formes plus tardives que la forme cutanée dont je viens de parler, parce que 1 fois sur 2, il n'y a pas du tout d'atteinte cutanée, donc ça passe inaperçu. Après, on a de la fatigue, des douleurs, des problèmes cardiaques, neurologiques, articulaires ou voire psychiques. On se demande ce qui se passe. Ça engendre tout ça. Ça peut engendrer tout ça, pas tout chez tout le monde. Alors, fort heureusement, je rassure nos auditeurs, il y a des formes bénignes, des gens qui guérissent tout seuls. Tout le monde ne fait pas la forme sévère, mais il y a un pourcentage de personnes, alors c'est difficile à évaluer, peut-être un tiers, je dis ça un petit peu au pifomètre parce qu'on n'a pas d'études très sérieuses, mais de personnes qui ont été contaminées, qui vont développer au fil des mois, des années, des formes très sévères.
Alors, il y en a qui ont une évolution rapide, qui peuvent être paralysés en quelques semaines ou avoir des gros problèmes cardiaques, mais d'autres, ça va durer sur 20 ans, 30 ans, et ils vont avoir une vie épouvantable de douleurs, de souffrances, de fatigue, de problèmes, et les médecins ne vont rien comprendre à leur état. C'est ce qui est terrible, c'est que cette maladie peut avoir des conséquences, vous en évoquiez certaines qui sont assez épouvantables, de la paralysie, des problèmes respiratoires, etc. Et on n'arrive pas, c'est ça en fait, parfois, les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer, à penser à ça. Ils vont penser à autre chose, des rhumatismes, des problèmes divers et variés, mais ne vont pas penser à cette maladie-là. Alors, cette maladie, c'est exactement ce qu'on décrivait avec la syphilis autrefois, avant l'ère de la pénicilline, peut simuler toutes les maladies inflammatoires chroniques. Donc, quand quelqu'un a la maladie de Lyme, il y a une phase un peu tardive, il dit j'ai mal partout, ça peut être des douleurs épouvantables, je suis fatigué, ils ne peuvent pas travailler. Mais quand ils ont des problèmes objectifs, qu'on voit l'électrocardiogramme, des problèmes cardiaques, des problèmes neurologiques qui sont paralysés ou des problèmes articulaires qu'on peut authentifier, malheureusement, ces signes ne sont pas spécifiques de la maladie de Lyme, mais on peut les voir dans d'autres maladies. On pense à d'autres maladies et pas celle-là. Comme le médecin ne connaît pas bien la maladie de Lyme, qu'il n'a pas trop apprise à la faculté, il pense toujours à autre chose. Il dit non, c'est pas le Lyme, c'est la tachycardie de je sais pas quoi, c'est la sclérose en plaques, c'est la polyarthrite rhumatoïde, c'est la fatigue chronique, mais c'est jamais la maladie de Lyme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de test qui permette de dire, allez, avec une prise de sang, on peut savoir qu'il y a tel identifiant de cette maladie-là. Ça n'existe pas. Si, il y a un test qui s'appelle la sérologie, on cherche les anticorps. L'idéal, ce serait de cultiver la bactérie à partir du sang ou de prélèvement, mais elle pousse très mal, donc on ne peut pas le faire en routine. Donc on essaie de voir si vous avez fabriqué les anticorps, ce qu'on appelle la sérologie. Malheureusement, ce test est mauvais. Alors, c'est pas reconnu par mes collègues, et même le centre de référence de la maladie de Lyme qui dit notre test est parfait, mais quand on regarde... Il y a débat effectivement sur la qualité mais les publications du test. scientifiques montrent que ce test n'est pas bon, et ça, c'est un énorme problème. Donc, il y a a priori effectivement des traitements, vous parliez d'antibiotiques, c'est la solution justement pour régler les problèmes d'une personne qui est atteinte de la maladie de Lyme? Il y a disons, des personnes qui vont guérir très vite avec des traitements antibiotiques de quelques semaines, mais il y a des personnes, et c'est une proportion non négligeable, qui vont rechuter tout de suite après l'arrêt ou qui vont continuer à garder des symptômes. Et c'est là aussi un petit peu une polémique parce qu'on s'aperçoit que si on les traite pendant plusieurs mois, ils vont finir par s'améliorer beaucoup ou guérir. Mais beaucoup de médecins refusent de les traiter en disant on ne peut pas donner des traitements à l'aveugle si on n'a pas la preuve. Et là, on tombe dans une dérive de la médecine moderne qui veut que tout soit prouvé formellement alors qu'on n'a pas les outils pour prouver. Vous dites, ce que vous voulez dire en fait, dans le sous-entendu, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus sur cette maladie-là, aussi bien de par la détection que de par le traitement. Est-ce qu'il y a des mesures de précaution à donner pour ceux qui nous écoutent et pour l'entourage Alors, il y a les protections vestimentaires. Déjà, si on est en forêt, si on veut juste se promener, on peut rester sur les sentiers. Il y a moins de tiques que si on va dans les fougères. Mais si on va ramasser des champignons ou chasser, on est obligé d'aller dans les fougères. Là où il y a des herbes hautes, des fougères, etc., c'est là que les petits tiques sont malades. L'idéal, il y a la tenue vestimentaire, se couvrir, etc. Mais c'est surtout de prendre des bons répulsifs, c'est-à-dire des produits qui vont chasser, qui ne vont pas attirer les tiques sur vous. Elles vont trouver que vous avez une mauvaise odeur pour elles. Il y a aussi des répulsifs naturels, dont certains ont été validés sur le plan scientifique, comme le citriodiol 30, c'est un mélange d'eucalyptus et de citron vert en spray qui donne une mauvaise odeur à votre peau, une mauvaise odeur pour la tique, ça sent très bon, et qui ne vous pique pas. Puis il y a d'autres huiles essentielles, des produits à base de plantes qui existent, qui n'ont pas toujours été évalués sur le plan scientifique, donc je ne peux pas faire la pub de tel ou tel produit, mais il faut savoir qu'il y a des solutions qui existent, et je crois que c'est très important de mettre ces produits. Et quand on rentre d'une expédition à risque dans la nature, de prendre sa douche éventuellement, de s'inspecter, et si possible de se faire inspecter dans le dos, dans les cheveux par quelqu'un d'autre. Voilà, notamment le bain des enfants, etc. Voilà. Typiquement, y penser après une promenade en forêt ou tout simplement du jardinage, on le rappelle, ou quand on travaille dans une ferme aussi. Ce qui est important, c'est que si vous le voyez, si vous voyez la tique, il faut l'enlever tout de suite avec un tire-tique, et on tire la tique doucement, mais en tournant, pour ne pas l'arracher tout droit, parce que si on l'arrache tout droit, il y a des petits crochets anti-retour comme un harpon et elle risque de casser. Un site peut-être, une adresse à donner à ceux qui nous écoutent pour en savoir un petit peu plus sur cette maladie? Il y a le site de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques qui regroupe des associations de malades sérieuses et qui regroupe un conseil scientifique, un collège de professionnels, de médecins et de chercheurs qui s'intéressent à ces maladies, qui cherchent à aider les malades. Donc c'est la ffmvt.org. Pour en savoir plus. Voilà. Christian Perronne, je vous remercie. Merci beaucoup. On va parler de biodiversité. Les semences sont un vecteur de biodiversité. C'est sérieux là ce que vous dites?
C'est le paradis pour les abeilles. Il faut arrêter de parler de l'agriculture française, mais des agricultures françaises. L'agriculture a-t-elle encore un avenir en France? Et on a plutôt changé de point de vue. La France n'est jamais aussi belle que quand on la cultive. Agricole, l'appel pour l'avenir de l'agriculture.